Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à tous et à toutes sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai l'immense joie d'accueillir Christelle Petit-Colin. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Ça va? Oui, oui, bien, je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. Génial. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Tu es mon auteur préféré. Et ce soir, tu vas nous raconter plein de choses passionnantes parce qu'il y a plein d'hypersensibles dans notre public et on en a marre de se faire manipuler. Donc, on va aborder une conférence qui va s'appeler « Pourquoi les hypersensibles sont-ils si manipulables ?» Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais. Est-ce que tu accompagnes des personnes? Je sais que tu écris plein de livres, j'ai lu tous tes livres. Voilà, voilà. Oui, alors effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois conseil et formatrice en communication et développement personnel. J'ai refusé le titre de psychothérapeute. J'ai vraiment choisi de dire, moi, je fais du développement personnel parce que je ne suis pas avec des gens qui ont besoin d'être réparés. Des gens qui ont juste envie de grandir et d'évoluer. Donc, du conseil et de la formation, communication, développement personnel en individuel. Je fais aussi des webinaires et des séminaires sur différents thèmes de communication. J'anime des conférences et puis donc j'écris des articles, des livres. Effectivement, depuis pas mal de temps, j'ai essayé de recompter hier. Je crois que mon premier livre, je l'ai écrit en 2003. Waouh. Et le tout dernier qui est sorti en septembre, je n'ai pas les codes, c'est le Oui. 19e. Ok, waouh, waouh, waouh. Et le premier, c'était sur les émotions, c'était sur quoi? Oui, le tout premier, c'était Émotions, mode d'emploi, un petit bouquin sur les émotions. Et tout de suite derrière, un livre sur la communication avec les enfants qui s'appelle Bien communiquer avec son enfant. Ça, c'était les deux premiers, tout premiers des petits livres pratiques. Et après, ben, j'ai pu arrêter d'écrire jusqu'à il n'y a pas longtemps. Waouh, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, je voulais présenter tes livres. Donc, il y a Je pense trop. Voilà, Après, Je je pense pense. mieux. Donc, c'est la suite. Est-ce que c'est la Voilà. suite? Oui, en fait, c'est même plus que la suite, c'est la réponse à l'abondant courrier que j'ai reçu à la suite de la sortie de Je pense trop. Les gens ont Waouh. lu Je pense trop et m'ont dit: «Oui, mais dans le livre, vous abordez pas ci et comment on fait pour ça? Et d'ailleurs, je voulais vous donner mon avis sur ça» et cetera. Et donc c'est presque un livre, dialogue, hein, puisque c'est un livre qui répond au lecteur. Super. Et après, tu as voulu attaquer par rapport aux enfants. Oui, ça a été aussi alors j'ai finalement, je me rends compte, souvent écrit à la demande des lecteurs qui me disent: «Oui, mais dans votre livre, vous ne nous parlez pas de ci, vous ne nous parlez pas de ni et comment on fait pour ça?» et cetera. Donc c'était déjà l'objet de Je pense mieux. Et pour Mon enfant pense trop, c'est à les parents qui me disaient, «Je me suis reconnue dans votre livre Je pense trop, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'inquiète aussi parce que j'ai reconnu mon enfant». Et alors la phrase clé classique, c'était: «Je ne veux pas qu'il souffre comme moi j'ai souffert dans mon enfance. Donnez-nous des clés Ok. pour l'aider à ne pas souffrir». Et là, j'ai découvert en me penchant sur le cas des enfants hypersensibles, le niveau de souffrance qu'avaient vécu les hypersensibles dans leur enfance, pratiquement tous harcelés à l'école, incompris, rejetés, passant pour bizarres, etc. Et puis maintenant, depuis quelques années, étiquetés psy très rapidement, hein, autistes, surdoués, TDAH, 10, toute la listanie des 10, dyslexiques, etc. Et des étiquettes qui sont de toute façon toutes plus stigmatisantes les unes que les autres. Alors, autant essayer de s'en affranchir et de rétablir le fait que trop penser n'est pas une maladie. Complètement. Et en lisant Mon enfant pense trop, je me suis rendu compte que ça parlait aussi à l'enfant intérieur de l'adulte, en fait, c'est ça? Absolument. J'ai écrit ce livre avec deux niveaux. Le premier niveau, effectivement, je l'ai écrit pour les adultes, parents et enseignants qui voudraient comprendre comment fonctionnent ces enfants et comment les aider à grandir en toute sécurité. Et aussi en matière de réhabilitation pour les enfants intérieurs blessés, de tous Mmh. ces hypersensibles qui n'ont pas été du tout accompagnés dans leur croissance et où personne n'a été en mesure de leur dire qui ils étaient et pourquoi ils fonctionnaient comme ça. C'est OK. une immense, immense maltraitance pour les C'est hypersensibles. clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Bah, justement, tu vois, je vais raconter juste une petite anecdote. Moi, en fait, je suis tombée sur ce livre, dans la librairie, il y a longtemps, quand j'avais 23 ans et j'ai une amie aussi en même temps qui m'a dit: «Lis ça» et quand j'ai lu ça,
Vraiment. Je me suis dit: «Bah, ça, c'est moi et je comprends mieux qui je suis» et j'ai arrêté de vouloir être autre et de me dire: «Je suis vraiment trop bizarre» et tout ça et à partir de là, j'ai commencé à m'assumer. Donc voilà, je dirais que ça fait vraiment du bien. Merci. C'est vraiment les 2 retours que j'ai sur ce livre. Je pense trop. En fait, les mails que je reçois du monde entier, puisque c'est devenu un best-seller international, sont à peu près toujours de la même nature, hein, qu'ils arrivent de Corée, de Russie, d'Espagne ou de France. C'est, «Grâce à votre livre, 1, je sais que je suis pas fou. Ouais. 2, je sais que je suis pas seule» et moi, j'ai Mmh. l'impression que ce livre participe à un double empowerment individuel. Je suis pas fou, ce que effectivement, je peux revendiquer et assumer ce que je suis et je suis pas seule, donc je peux aussi me regrouper avec d'autres pensent trop pour faire vivre mes valeurs. Et ça, Mmh. c'est vraiment un programme que je trouve extrêmement réjouissant. Cet empowerment des pense trop qui les réhabilite et qui leur donne le droit d'être ce qu'ils sont sans s'en excuser à longueur de journée, c'est vraiment très très bien. Ouais, tout à fait, merci. Et ensuite, c'est lequel d'abord? Alors, non, c'est Ah d'abord, oui, c'est ça qu'on a voilà, dit. non, c'est échapper aux manipulateurs, le tout premier, mais peut-être tu l'as pas celui-là, Ah ouais, échapper. si, si, je les Voilà. ai Voilà, ça mélangés. c'est le tout premier que j'ai écrit sur les OK, manipulateurs, c'est échapper aux manipulateurs et ouais, ensuite qui s'est décliné en divorcer d'un manipulateur, puis enfant de ouais, manipulateur, comment les protéger. voilà. Parce qu'au fur et à mesure que les gens pouvaient se libérer avec le premier livre, j'ai eu là aussi une clientèle qui s'est, j'ai envie de dire, aggravée. C'est-à-dire que Oh, les gens disaient, soit ils m'écrivaient: «Grâce à votre livre, échapper aux manipulateurs, je me suis libéré et je revis». Soit il me disait: «J'ai lui échappé au manipulateur et j'y arrive pas parce que je suis mariée avec lui ou elle et ouais, on a des biens en commun, on a des enfants en commun». C'est comme ça que j'étais amenée à écrire «Divorcer d'un manipulateur, un emploi à plein temps», c'est puis ça. «Manipulateur, comment les protéger». On est allé crescendo dans l'intensité finalement de l'emprise. Quand c'est le pire quand on a des enfants avec eux parce qu'on ne peut pas s'en libérer comme ça. Et donc Mmh. en fait, j'ai écrit les livres en jonglant de l'un à l'autre. J'ai écrit «Je pense trop», puis non, j'ai écrit «Échapper au manipulateur», puis «Je pense trop», puis «Divorcer d'un manipulateur, enfant de manipulateur», puis «Je pense mieux», puis «Enfant de manipulateur» et j'en suis venue à écrire ce livre «Pourquoi trop penser rend manipulable» C'est ça. parce que, je me heurtais à quelque chose de très inconfortable avec, mes lecteurs de «Je pense trop», avec mes hypersensibles, c'est qu'ils ne voulaient pas savoir que les Ah, manipulateurs existent et ne voulaient pas admettre qu'il existe des gens méchants et infréquentables sur cette terre. Ils ouais. préféraient rester dans leur monde idéal où tout le monde est gentil et de bonne volonté et donc je m'étais déjà fâchée dans «Je pense mieux» en disant: «Moi j'écris plus une ligne, si vous voulez rester sous l'emprise des Ouais. manipulateurs, c'est tant pis pour vous, moi j'en ai marre de passer pour la méchante quand je vous dis qu'il existe des méchants, après tout, zut quoi». Et puis je me suis dit: «Non, c'est pas possible, tant de gentillesse, d'intelligence, d'énergie, de bienveillance gaspillée au profit de gens qui ne le méritent pas, c'est juste pas possible». Et donc je me suis dit: «Je vais écrire le livre qui va permettre à ce cerveau trop bienveillant et trop empathique de Ouais, se libérer de l'emprise des manipulateurs» et a priori, l'objectif est atteint maintenant, donc je suis carrément. très Donc j'ai ça, bien c'est fait celui-là. finalement voilà, j'ai bien fait de revenir sur mon idée première qui était: «Bon, bah, si vous voulez pas savoir, débrouillez-vous, vous apprendrez par vous-même». C'est tellement dangereux et puis c'est une telle perte d'énergie de se faire manger par un manipulateur. Donc je me suis dit que mes pense trop méritait mieux que ça. Complètement. Et le dernier, en tout cas pas le dernier, mais celui Alors en date, dernièrement, le plus récent, oui, c'est «J'ai pas les codes» et là, ouais, il explique simplement le monde neurotypique aux hypersensibles. OK. Tous les hypersensibles disent dans mon bureau, «Moi, je comprends pas ce monde, j'ai pas les codes, je fais des gaffes, je suis mal à l'aise, je comprends pas pourquoi ils parlent pour ne rien dire et pourquoi ils résolvent pas les problèmes et ils me disent que je le fais exprès, que je suis provocateur, mais je t'assure, moi, je le fais pas exprès, c'est juste que je comprends pas. Écris-nous le mode d'emploi, quoi». Donc là aussi, Mmh. j'ai fait un petit défi en écrivant ce nouveau livre. Merci, merci. En tout cas, c'est passionnant. Moi, il faut que je le relise encore parce qu'il y a des trucs, vraiment à bien intégrer et tout et tout. Merci. Alors pourquoi je partage tous tes livres? Déjà pour te remercier de tout ce beau travail que tu as fait. Merci. Et puis parce qu'en fait, vous avez tous ces livres à lire, en fait. C'est vraiment des clés, ça va vous aider. Donc allez puiser dans les livres pour ceux qui aiment lire. C'est tellement précieux, vous allez trouver plein, plein de réponses à tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment partager ton beau travail.
Oui, oui, je Et voilà. confirme, tous les livres sont complémentaires, se renvoient les uns aux autres, etc. Je ne me paraphrase jamais, c'est-à-dire vous ne trouverez pas 2 fois le même contenu dans les livres et tous les contenus se complètent en Mmh. fonction des besoins du moment, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Et ben, merci Christelle pour cette belle présentation de tout ce que tu fais. Et Merci. puis, je me réjouis que tu nous plonges dans le monde des hypersensibles et des manipulateurs. D'accord. Donc, moi, j'ai des tas de choses à vous dire à ce sujet, hein, sur donc pourquoi être hypersensible rend manipulable. Eh bien, à force, comme je le disais tout à l'heure, de jongler d'une problématique à l'autre, je me suis rendu compte qu'il y avait d'incroyables complémentarités entre les deux. Et donc, déjà, il y a les caractéristiques importantes à rappeler des hypersensibles. Les hypersensibles ont des caractéristiques qui sont purement neurologiques et tout le reste en découle, hein, des caractéristiques psychologiques, émotionnelles, affectives, etc., qui découlent de la structure de l'hypersensible. L'hypersensible, il est déjà hypersensible avec ses 5 sens, il est ce qu'on appelle hyperesthésique. Et alors, je vous le dis en psy, mais je vous explique tout de suite derrière. Euh, L'hyperesthésie s'accompagne d'un déficit de l'inhibition latente. Et en fait, l'inhibition latente, c'est un espèce de sélecteur automatique qu'il y a dans les cerveaux neurotypiques qui trie l'information intéressante, pas intéressante. Quand on est hypersensible, on n'a pas ce filtre et on se prend toutes les informations simultanément avec la même intensité. Le cerveau neurotypique trie le marteau-piqueur, pas intéressant, c'est dans la rue, ça ne m'intéresse pas. Il estompe le bruit, inhibition latente. Je le mets en latence, ce bruit, et je me reconcentre sur la conversation. Si je suis hypersensible, je dois gérer la conversation et le marteau-piqueur en même temps. Au bout d'un moment, voilà. Et donc déjà, ça, il faut savoir que les manipulateurs nous saturent l'espace sensoriel d'informations parasites. Ils sont tout le temps dans notre champ de vision, où ils se débrouillent pour mettre des choses dans notre champ de vision. Par exemple, ils tâchent, ils cassent, ils abîment, ils écornent, ils rayent. Et nous, on a la rayure dans le champ de vision, puis avec notre hyperesthésie, on voit tout, on ne peut pas ne pas voir la rayure ou la tâche. Donc, ils arrivent ou alors ils sèment leurs objets partout comme ça. C'est vraiment un marqueur de territoire. Donc, visuellement, déjà, ils sont dans notre champ de vision. Auditivement, c'est des gens qui sont à la fois bruyants, envahissants, mais qui se débrouillent aussi pour faire plein de petits bruits parasites qui nous rendent dingues. Au niveau purement olfactif, s'ils ne ramènent pas de la crotte sous les semelles, ils ont un parfum qui est entêtant. Enfin, ils encombrent notre monde sensoriel et nous n'avons pas la possibilité de les en sortir. Donc, il y a un véritable envahissement de ces personnes-là. Quand ils sont dans la pièce, on ne peut plus se concentrer. Donc déjà, notre cerveau commence à s'éparpiller. Il y a quelque chose de très hypnotique dans ce processus. Donc ça, c'est l'aspect purement neurologique, l'hyperesthésie. Et après, il y a tout le reste qui en découle, à savoir qu'on a une pensée qui est organisée comme une toile d'araignée. Ils viennent mettre la pagaille dans notre toile d'araignée, par exemple, en mettant des infos parasites, en finissant pas leurs phrases, etc. Et au bout d'un moment, dans nos arborescences, on ne sait même plus s'y retrouver nous-mêmes. Donc, ils nous embrouillent l'esprit. Il y a tout l'aspect émotionnel. Quand on est hypersensible, on est hyper émotif et il joue avec nos émotions en nous choquant, en nous prenant par surprise, en disant des énormités puis en disant qu'ils ne les ont pas dit. Il nous rend dingue vraiment avec tous ces mécanismes-là. Au niveau purement psychologique, hein, au-delà de l'aspect émotionnel et sensoriel, je dirais, euh, ce sont deux mondes qui s'affrontent et surtout deux systèmes de valeurs. Et ça peut paraître bizarre de parler d'un système de valeurs pour des manipulateurs, mais ils ont un système de valeurs, même si ce système de valeurs nous paraît infect, eux répondent à leur système de valeurs qui est que si tu es bête et si tu crois mes mensonges, c'est tant pis pour toi. De toute façon, on ne se fait pas de quartier. Enfin, toute la logique du manipulateur, de toute façon, c'est je t'écrase ou je m'écrase, et quitte à écraser, autant que ce soit moi qui ai le dessus, quoi. Donc, ils sont dans des jeux de pouvoir extrêmes et ils trouvent normal de mentir. Ils trouvent ça tout à fait normal de mentir. Si tu crois à mes mensonges, c'est tant pis pour toi. C'est à toi de deviner comment, etc. Alors, vous voyez, il y a un véritable système de valeurs des deux côtés. Et alors, quand on est piégé dans le sien, parce que quand même, mes pensent trop, ils ont un peu tendance à vivre dans un monde un peu idéal où tout le monde serait de bonne volonté, où chacun fait de son mieux, où il y a des pauvres malheureux à sauver, etc. Il y a tout un système de valeurs
qui est chouette et merveilleux en soi, mais qui a ses limites. Et les limites de ce système de valeurs, c'est les manipulateurs. Un autre exemple des caractéristiques relationnelles, les gens qui pensent trop, les hypersensibles, sont dans l'entraide permanente. Tu me demandes un service, évidemment que je vais te le rendre. Ça tombe sous le sens. Je ne me vois pas dire, oh ben non, débrouille-toi. Pour un hypersensible, c'est pas possible. Mais oui, mais c'est là où on voit aussi avec les manipulateurs les limites du système. Parce que c'est à celui qui donne de poser des limites, parce que les profiteurs n'en ont pas. Ouais. L'hypersensible, il donne d'une générosité sans limite, et l'autre, c'est un puissant fond qui prend et qui pompe. Donc, c'est tous ces éléments-là dont il faut vraiment tenir compte quand on se rend compte de la complémentarité des deux fonctionnements. Alors, face à l'hypersensible, qui est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a quelqu'un qui est assez facile à résumer. C'est quelqu'un qui a deux visages, un visage très sympathique, adorable, etc., et un visage extrêmement morose, voire haineux, que ne verra que sa victime la plupart du temps. Et surtout, des visages, il peut switcher de l'un à l'autre en 30 secondes. Par exemple, vous êtes tous les deux dans la pièce, il est en train de vous fusiller du regard, mais un regard de meurtrier, plein de haine, de rage, etc. Quelqu'un rentre dans la pièce, immédiatement, hop, il change de visage. Donc, la première chose vraiment importante à comprendre, c'est que ce ne sont pas des visages, c'est un masque et un visage. Le vrai visage très morose et le masque très sympathique. Tant qu'on croit que le masque sympathique est un de ses visages et que ça fait partie de sa personnalité, on se fait avoir. Un manipulateur n'est gentil que par calcul et à minima. Ça, c'est dur à intégrer pour un hypersensible. C'est dur. Voilà. Après, l'intérêt quand même, c'est que les manipulateurs sont quand même extrêmement limités comme personnages. Ils ont 4 ficelles et toujours les 4 mêmes. La séduction, ils nous bourrent de compliments, ils nous font des promesses, ils sont adorables aux petits soins, etc., juste pour nous endormir. La séduction, la victimisation, ils essayent de nous inspirer de la pitié, c'est les plus malheureux de la Terre, tout le monde leur en veut, ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu une enfance épouvantable, etc. Enfin, ils essayent de nous inspirer de la pitié. Donc, séduction, victimisation, culpabilisation. Et là aussi, c'est très simple. Dans la tête d'un manipulateur, tout est rangé de la façon suivante. Tout est de ta faute. Moi, je suis blanc et innocent. C'est parce que toi, tu as fait ci et ça que moi, j'ai réagi. Ils n'ont jamais commencé, c'est jamais eux qui ont commencé et c'est jamais de leur faute. Ils ont un système de pensée complètement verrouillé face à l'autocritique, face à quelqu'un qui est beaucoup trop enclin à se remettre en cause. Donc, vous imaginez la complémentarité, encore une fois, le manipulateur qui prend zéro responsabilité et l'autre qui récupère est-ce que j'ai dit, bien fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Donc, la culpabilisation des hypersensibles, c'est quelque chose de très, très facile. Et puis, la dernière clé, l'intimidation. Les manipulateurs sont des gens qui sont pleins de rage, de stress, ils font la tête, ils vous rejettent et vous les avez déçus, etc. Et puis, petit à petit, on commence à marcher sur des œufs avec eux, on commence à avoir peur de les contrarier, on a peur de leurs réactions, on a peur de les blesser, on a peur. Et ce système d'intimidation qui soit indirect ou des menaces plus directes, chantage au suicide et des représailles de plus en plus vachardes, on va dire comme ça. Oui. Ça fait... Donc, vous voyez, 2 visages, 4 ficelles, séduction, victimisation, culpabilisation, intimidation. Et le procédé du manipulateur fonctionne en 3 temps. La période de séduction, la période de harcèlement qui est quasiment du dressage, le bâton, la carotte. Quand tu te comportes comme je veux, je te donne une carotte. Quand tu te comportes comme je ne veux pas, je te fais la tête, je te fais payer, etc. Et au bout d'un moment, le manipulateur, s'enivrant de sa propre toute-puissance que lui donne l'hypersensible en étant aux petits soins, finit par entrer dans une phase de destruction. Donc, c'est très dangereux. Séduction, harcèlement, destruction. Et il faut savoir qu'un harcèlement ne s'arrête jamais, sauf à y mettre nous-mêmes un coup d'arrêt vraiment. Par exemple, en justice, quand il y a eu du harcèlement, c'est du no-contact. Donc, sauf à être extrêmement ferme. Et là, on retrouve notre pauvre hypersensible qui est quasiment incapable d'être ferme parce qu'il est dans l'adaptation à l'autre, parce qu'il est toujours en train d'essayer de comprendre, de trouver des solutions et qu'il est toujours en train de donner le meilleur de lui-même dans la relation et qui va au-delà
du raisonnable en matière d'adaptation. C'est ce qui me fait dire souvent qu'un manipulateur qui est dans sa toute-puissance est comme un liquide sans flacon. C'est-à-dire un manipulateur, tant que vous lui laissez l'espace, il s'étale, il s'étale, il s'étale, il Ouais. s'étale. Il n'aura de limite que les vôtres. Et plus vous faites le flacon souple qui essaye de comprendre, etc., moins vous lui rendez service. En fait, un manipulateur, plus vous le recadrez, et plus vous aurez la paix. Mais ça, c'est pas quelque Mmh. chose que les hypersensibles font spontanément et naturellement. Donc, OK. J'ai une voilà. petite question. Oui, allez-y. Mais si ça va trop vite dans ta Non, conférence, tu me non, dis, tu diras après, mais c'est juste, est-ce que par exemple, pour ne pas vivre cette phase de destruction, on peut cadrer le manipulateur et donc il ne va pas essayer de détruire? alors, lui essaiera toujours, et effectivement, il n'aura de limite que les nôtres. OK. Mais la question, alors j'ai eu le cas, hein, par exemple, j'ai eu dans ma clientèle une dame qui m'a dit, mais moi je suis femme d'artisan, je peux pas, j'ai reconnu mon mari dans votre livre, il coche toutes les cases malheureusement, mais moi je ne peux pas divorcer, je suis femme d'artisan, j'ai travaillé pour lui gratuitement toute ma vie, j'aurai pas de retraite, j'aurai toute ma famille à dos parce que personne ne comprendra que je l'abandonne, je ne peux pas le quitter, qu'est-ce que je fais? Apprenez-moi à le cadrer. Donc je lui ai appris à le recadrer, comme on cadre un gamin, on lui pose des limites. Alors c'est sur des tas de petites persécutions journalières. Je me souviens par exemple, le grand jeu de ce mec-là, parce que les manipulateurs sont des grands immatures aussi, c'était de lui parler systématiquement de la pièce d'à côté. Et elle était là, ah, quoi, mais ce qu'il dit, mais viens me parler. Mais... Et alors, elle posait ce qu'elle faisait, elle allait dans la pièce à côté. Donc, je lui ai par exemple appris simplement, dès que son mari lui parle de la pièce d'à côté, de se mettre à chantonner. Tout simplement, le premier qu'elle fait, de se mettre à chantonner. Et au bout d'un moment, il venait en disant, ah, tu m'as entendu? Et elle disait, non, pardon, tu me parlais? Et du coup, c'est lui qui se déplaçait. Donc, petit bout par petit bout, on a remis le flacon. Et elle m'a dit, au bout du compte, et j'ai réussi à le cadrer, maintenant il est à peu près calme et vivable, mais j'en ferai jamais quelqu'un de gentil, et j'en ferai jamais quelqu'un de Mmh. mature, d'aimant, etc. Il est cadré comme un garnement qui se tient à carreau, c'est tout. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre dans sa vie de couple notamment, ou est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre au travail, tout le temps sur le défensif, à se méfier de son patron ou de son collègue, etc. C'est Non, ça. on a mieux à faire que de passer son temps à se méfier. C'est des gens très malveillants, les manipulateurs. C'est ce que les hypersensibles ne veulent pas admettre, c'est des gens très malveillants. Mmh. C'est dur. Ils règlent avec vous des tas de problèmes qu'ils n'ont pas réglés avec leurs parents. C'est vraiment ce qu'on appelle des passifs agressifs. Toutes les occasions qu'ils auront de vous pourrir la vie, ils les prendront. OK. Voilà, donc on a mieux à faire de nos vies que ça. Et donc, vous voyez, tu vois, en passant d'un profil à l'autre sans arrêt, l'hypersensible, le manipulateur, de voir que l'hypersensible ne comprenait pas les réactions du manipulateur, etc. J'ai réalisé à un moment donné qu'en fait, les deux systèmes de valeurs sont à l'opposé l'un de l'autre. Au point Mmh. que j'en ai fait un tableau dans le livre, parce que tout, c'est comme si vous étiez les uns et les autres à des pôles complètement opposés. Par exemple, l'hypersensible, avec son empathie et son hyperesthésie, il a un énorme besoin d'harmonie. Ben, ça tombe mal parce que le manipulateur, lui, il a besoin de conflits. Il se nourrit des conflits, il adore ça, la bagarre, les disputes, les embrouilles. C'est quelqu'un, là où finalement le surefficient aime le miel, le manipulateur, il aime le vinaigre. D'accord. Donc, l'hypersensible se dit, mais tout le monde aime le miel. Ben non, il y a des gens qui adorent le vinaigre et qui adorent les Mmh. disputes, les embrouilles. Mais regardez-les vivre, vos manipulateurs. À chaque fois qu'il y a de la bataille, ils sont excités comme tout et ça les nourrit. À chaque fois que vous vous êtes disputé avec eux, vous ressortez de la dispute, vous videz les batteries à plat et lui, il ressort de la dispute, il est gonflé à bloc. Donc, c'est des petites choses comme ça qui se mettent en exergue. Alors, j'ai noté, par exemple, pour l'hypersensible, une énorme peur des conflits et chez le manipulateur, une énorme peur de l'intimité. C'est-à-dire que plus vous allez essayer d'être intime avec un manipulateur, plus il va générer des conflits pour reprendre sa distance. Et vous qui voulez de l'intimité, en proposant de l'intimité, vous aurez des conflits. Peur des conflits, peur de l'intimité. C'est incroyablement complémentaire. Le surefficient, il est tout amour, hein, on parle beaucoup de bisounours, mais c'est vrai qu'objectivement, dans ma pratique,
La plupart des hypersensibles, ils débordent d'amour, c'est clair. Ben oui, mais en face, il a quelqu'un qui est haineux. Un manipulateur ou une manipulatrice, c'est quelqu'un qui est une boule de haine ambulante. Alors, l'autre truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que le surefficient est quelqu'un qui est bienveillant gratuitement. Il est toujours, voilà, voilà, il est bienveillant gratuitement. Eh bien, le manipulateur ne comprend pas la bienveillance gratuite. Lui, il est gentil qu'à minima et par calcul. Donc, plus vous êtes gentil et bienveillant avec un manipulateur, plus vous activez sa paranoïa. Puisqu'il se dit, s'il est gentil, c'est qu'il veut m'endormir, et s'il ne voit pas pourquoi vous essayez de l'endormir, ça le rend fou. Donc, voilà, c'est assez paradoxal d'imaginer qu'un manipulateur puisse devenir dingue juste parce que vous êtes trop gentil et qu'il ne comprend pas pourquoi. En face, le manipulateur, lui, il est gratuitement malveillant. Parce que ça lui fait plaisir excusez-moi, de faire chier le monde, quoi. Tarabuster tout le monde, vous mettre des bâtons dans les roues, faire des croche-pieds, c'est ce qu'il préfère. C'est le même garnement qui, dans la cour de récréation, vous faites des croche-pieds, vous piquez le ballon, tirez la queue du chat, etc. C'est son plus grand plaisir, la malveillance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux hypersensibles. Mais pourquoi? C'est contre-productif. Pourquoi il voudrait m'embêter? Mais il dit qu'il m'aime, mais c'est mon conjoint. Pourquoi? Mais c'est mon parent, c'est mon conjoint. Enfin, ben pourquoi il serait malveillant avec moi? Et ça, c'est une des choses que j'ai le plus de mal à faire comprendre. Ouais, je comprends. Voilà, et j'en ai retrouvé plein des comme ça, donc je peux vous les lister. La gentillesse face à la méchanceté, la gratitude face à l'ingratitude, un manipulateur. Jamais merci, jamais merci. Quelqu'un de très chaleureux face à quelqu'un de glacial. Il suffit de se mettre à pleurer devant un manipulateur pour voir à quel point il est glacial. Il vous regarde pleurer avec une espèce de moue de dégoût en pensant que, berk, décidément, vous avez des petits nerfs. L'hyperesthésie face donc à ce que je vous ai dit, cet envahissement qui vient en fait du fait que les manipulateurs sont des gens très vides. Donc, ils ont un énorme besoin de surstimulation. C'est pour ça aussi qu'ils sont encombrants, etc. C'est qu'ils sont tellement vides et nous, on est tellement plein qu'on aurait juste besoin de calme à l'extérieur. Voilà. Après, moi, j'ai noté que les hypersensibles sont des gens bourrés d'énergie et que les manipulateurs sont des gens paresseux. Et il y a même un manipulateur. Alors, c'est là aussi, moi, je suis des fois frustrée parce que moi, je sais qui sont les manipulateurs parce qu'ils m'écrivent des fois. Et pendant les fêtes, j'ai reçu un mail. Bonjour, je viens lire votre livre Échapper aux manipulateurs. Je suis un manipulateur. Vous nous avez très bien décrit. Vous avez juste oublié un point important, le parasitisme. Bonne soirée. Voilà. Moi j'ai des mails. Et il le fait en plus, le parasite. Ouais. Donc, il le sait très bien. Et voilà. Et après, je me dis, mais en plus, zut, il a raison. Merci. Mais c'est trop tard, le livre écrit, mais il a raison. Le parasitisme, c'est des gens paresseux. Et il y a d'ailleurs en séance des manipulateurs qui me l'ont dit. Ma femme, elle a plein d'énergie. Moi, j'ai pas d'énergie. Je reste avec elle parce qu'elle a de l'énergie. Je suis comme un champignon sur un tronc d'arbre. Je lui mange son énergie. Ça a été dit texto par un manipulateur. Donc, effectivement, ils sont paresseux, ils sont vides, et nous, avec notre énergie, on porterait le monde. Donc, voilà. Alors, j'ai noté aussi que les surefficients sont des gens qui sont extrêmement doués pour la joie de vivre, et que les manipulateurs sont sinistres et rabat-joie. Au point que je recommande quelquefois à mes clientes, je leur dis, écoutez, essayez de sortir de la douche en chantonnant et chronométrez le temps qu'il mettra à vous agresser. Il faut vous écraser ce sourire imbécile sur la figure. Il ne supporte pas la joie de vivre, le plaisir, la détente. Il faut qu'il gâche la fête, qu'il gâche tous les bons moments. C'est des sinistres récits et des rabat-joie. Voilà. Après, l'hypersensible, il est tout le temps dans le doute, à se remettre en cause, etc. Le manipulateur, il est bourré de certitudes. Il a tout compris de la vie. Tout le monde est bête sauf lui. À lui, on ne la lui fait pas, etc. Il y a un côté très... Voilà, très, très affirmé, etc. Les hypersensibles sont des hyper responsables, là où les manipulateurs, avec leur immaturité, sont complètement irresponsables. C'est vraiment des gens, mais le sens du danger, tout ça, rien du tout, rien du tout.
ils sont voleurs, ils sont malhonnêtes, ils sont menteurs, ils n'assument aucune conséquence de ce qu'ils font, etc. L'un qui est sincère, l'autre hypocrite, l'un qui est honnête et droit, l'autre qui est un tricheur, un voleur, un escroc. Euh, L'hypersensible souvent est très modeste, là où le manipulateur est extrêmement vantard. Vous voyez, c'est incroyable. Et il y a un moment donné, il faut réaliser, et je vais faire ma liste là-dessus, que le manipulateur finalement est un malfaiteur qui vit sans foi ni loi, et que tant que nous mettons notre intelligence à son service, nous devenons son complice et nous lui fournissons une aide logistique, des excuses et des alibis qui décuplent son pouvoir de nuisance. Et ça, je voudrais vraiment que les hypersensibles l'entendent ce soir, en vous mettant au service d'un pauvre manipulateur si malheureux qui a tellement besoin de vous, vous devenez son complice et vous décuplez son pouvoir de nuisance. Parce qu'un manipulateur paresseux et vite comme il est, s'il ne s'appuie pas sur votre énergie et votre intelligence, il est hors d'état de nuire. Ouais. Voilà, à bon entendeur, ça c'est dit. Merci. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ça. Carrément. Et alors, ça me vient une petite question. Est-ce qu'il y a des degrés de manipulateurs? Tu vois, des personnes qui le sont moins, ou est-ce qu'ils le sont tous au même niveau? Alors, effectivement, il y a des degrés. Petit scoop ce soir, quel est le problème du manipulateur? Je suis, à ma connaissance, la seule auteure à soutenir cette thèse, mais je suis persuadée que j'ai raison. Sur ce coup-là, je me sens comme Copernic avec ses planètes. J'ai remis le système solaire dans le bon sens. Qu'est-ce qu'un manipulateur ou une manipulatrice? C'est une personne qui a l'apparence d'un adulte, les responsabilités d'un adulte, et qui, en fait, dans sa tête, n'a pas grandi. Vous croyez avoir en face de vous un adulte, vous avez un vieil enfant, bête, méchant, mal élevé, mal cadré, qui règle avec vous les problèmes qu'il n'a pas réglés avec ses parents et qui se croit encore dans la cour de récré, qui veut être le chef de la cour de récré. Et donc ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Vous avez en vous un enfant méchant. Attention, hein, il ne s'agit pas de le plaindre et de dire le pauvre, il a besoin d'une maman ou d'un papa. C'est un enfant méchant. Et donc, la dangerosité du manipulateur va dépendre de l'âge mental auquel il s'est fossilisé. Et pour moi, un manipulateur, ça a entre 3 et 12 ans. Les manipulateurs de 12 ans, c'est les hommes politiques. Disons 12 ans d'âge mental. Voilà. Donc là, c'est encore des gens qu'on peut encore raisonner un peu, mais c'est un préado. Il en a un peu cause toujours, je fais mon idée, etc. Mais ils sont moins dangereux parce qu'ils sont un peu raisonnables. Alors que plus vous reculez en âge, plus vous vous approchez de ce qu'on appelle le pervers narcissique. Okay. Le pervers narcissique, pour moi, il a entre 4 et 5 ans. Il est resté bloqué au stade sadique anal de Freud. Donc, il est très intéressé par les trous de balle, il faut le savoir quand même, hein, et le caca-prout, c'est vraiment son niveau. Et ça en fait quelqu'un d'assez sadique. C'est pour ça que les pervers narcissiques sont sadiques, c'est qu'ils ont 4-5 ans d'âge mental, l'âge où on arrache les pattes des mouches et on tire la queue du chat. Voilà, et où on a le niveau d'inconscience qui fait que quand on arrache les pattes de la mouche, on s'en fiche qu'elle est mal. Voilà. Mais à ma connaissance, je suis la seule auteure à défendre cette thèse. Mais à chaque fois que j'en parle en séance, les gens me disent « Mais oui, j'ai repéré chez mon mari, chez ma femme ou chez mon patron quelque chose de très, très immature. Des fois, j'ai l'impression que notre fils aîné, il est plus mature que lui ou elle. » Ouais. Il a quel âge, votre fils aîné? Il a 7 ans. Aïe. Si le fils aîné de 7 ans est plus mature que son parent, ça veut dire que l'autre, ben voilà, vous avez épousé un gamin de 6 ans. Quoi. Voilà. Donc ça, ok. Voilà. Et oui, c'est important de comprendre ça. Ouais, vraiment, merci. Ça fait une bonne différence. Carrément. Super. Est-ce que, Christelle, tu veux nous parler un petit peu de l'atelier qu'on va vivre bientôt? Et ensuite, on va reprendre la suite. Alors oui, j'en parle d'autant plus volontiers que je suis ravie de l'animer. C'est le 2 juin, hein, c'est ça qu'on a prévu, oui. Ça. Alors, c'est un atelier qui concerne la vie amoureuse des hypersensibles. Ouais. Parce que dans ma pratique, c'est vraiment un domaine dans lequel les pense trop pédalent dans la semoule.
Ils ont beaucoup de mal à vivre un couple sain, ils ont beaucoup de mal à repérer quand on les drague et quand ils draguent, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de proposer cet atelier et je vais axer cet atelier sur 4 axes qui sont les plus grosses demandes finalement. La première, c'est la drague. La plupart des gens qui pensent trop me disent: «Ah, mais moi, je ne sais pas draguer». Et moi, je leur dis: si, vous draguez toute la journée, mais vous ne faites pas de distinction, vous draguez tout le monde. Il faudrait justement plutôt arrêter de draguer que d'apprendre à draguer. C'est l'inverse. Donc, vous expliquez les composantes de la drague, comment les utiliser à bon escient et comment faire attention à ne pas les utiliser et vous attirer des ennuis dans d'autres contextes. Comment revoir tous les critères de casting, que ce soit pour votre partenaire, dans le choix du partenaire. Par exemple, arrêtez de choisir des partenaires qui ont besoin d'être réparés. Quelqu'un qui a besoin d'être réparé n'est pas disponible pour une relation. Hein. C'est exactement comme si vous essayiez de réparer un avion en vol. Un avion, ça se répare en sol et après, ça décolle. En pleine relation, on ne peut pas réparer les gens. Donc, on les répare avant et voilà, et ce n'est pas votre job en plus de réparer les gens. Ou alors, vous ouvrez un cabinet de thérapeute. Mais dans ce cas-là, vous ne vous sortez pas avec. Voilà, il faut être clair. Et revoir aussi les critères de la relation. Tout en rêvant d'harmonie, etc., les gens, les hypersensibles se laissent enfermer dans des relations de maltraitance extrême, quoi. Donc ça, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est une relation saine et mettre en place les warnings qui permettront, les petits voyants qui disent là, je suis dans le vert, là, je suis dans le rouge, pour s'orienter. Je voudrais aussi vous apprendre à dealer avec votre propre dépendance affective. Vous donnez trop vite, trop fort, et ça vous noyez votre partenaire sous votre besoin de donner de l'amour. Vous apprendre à gérer vos peurs, vos doutes et votre insécurité que l'autre n'a pas apporté. Et il faut vraiment que vous compreniez aussi qu'il faut vous aimer pour pouvoir être aimé par les autres. Comment voulez-vous aimer quelqu'un qui ne s'aime pas? Ça ne marche pas. Donc, je vous donnerai aussi des clés pour ça. Et puis ensuite, d'apprendre à rentrer progressivement dans une relation. En général, les surefficients vont beaucoup trop vite et malheureusement, les manipulateurs aussi. C'est là où vous vous retrouvez bien sur le même terrain. C'est piéger l'autre le plus vite possible, hein, parce que je suis dans la peur que ça m'échappe, etc. Donc, développer la confiance et la patience, apprendre à y aller par paliers dans la relation et mettre en place un espèce de système qui vous permette de vérifier presque tous les 6 mois, au début très souvent, puis après tous les 6 mois, si votre relation est saine et si ça se passe bien. Voilà. Normalement, avec tout ça, à la fin de l'atelier, vous devriez être bien outillé pour pouvoir rentrer dans les relations amoureuses avec un peu plus de sécurité. Super, c'est parfait. Merci beaucoup, Christelle. Donc, l'atelier, il est disponible à vie. Donc, vous pouvez l'acheter à tout moment quand vous voyez cette vidéo. Vous pouvez l'acheter dans 3 ans ou quand vous voulez et vous revoir en fait le replay. Donc, voilà, et je vous mets le lien dans le chat et sous la vidéo. Voilà. Donc, on peut poursuivre la conférence. Voilà. Alors, je venais de vous expliquer qui étaient les gens qui pensent trop, les hypersensibles, qui sont les manipulateurs, les extraordinaires complémentarités qu'il y a entre eux, et je venais de vous tirer les oreilles en disant, maintenant, il faut vraiment être clair, un manipulateur, c'est quelqu'un de malveillant et de méchant, et tant que vous refusez de le comprendre et que vous vous mettez à son service, vous devenez son complice. Voilà. Et donc, pour ne plus être le complice d'un manipulateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut surtout arrêter de faire un certain nombre de choses. Et là, j'ai repéré tous les comportements des hypersensibles qui aggravent le climat de manipulation mentale. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut arrêter de jouer les sauveurs. Les hypersensibles, avec leur gros cœur très généreux, voudraient sauver tout le monde tout le temps. Et quand on est dans le rôle de sauveur, on attire des victimes professionnelles. Et s'il y a une victime professionnelle, je vous l'ai dit, un deuxième ficelle du manipulateur, la victimisation, je suis qu'un pauvre petit, son côté parasite et paresseux, prends-moi en charge, fais tout à ma place. Et donc, il faut arrêter de jouer les sauveurs. Il n'y a pas d'adulte qui ait besoin d'être sauvé par un autre adulte. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Ou alors il faut qu'il soit vraiment inconscient et en sang dans le caniveau. Mais sinon, on a tous notre paquet. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que les hypersensibles comprennent. Amélie Nothomb disant dans un de ses romans, « Je suis comme tout le monde, donc j'ai beaucoup souffert. » Okay. Moi, je connais personne d'épargné sur cette planète. On a tous notre paquet. Il vient tôt, il vient tard. On a des périodes de rémission. On a l'impression que tout va bien dans notre vie. Bien coup, pouf, l'univers nous renvoie
plein d'ennuis. Moi, je connais personne d'épargné. Et donc, il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Nous avons tous beaucoup souffert, nous souffrons tous beaucoup. Et les manipulateurs, simplement, sont plus pleurnichards que les autres. Ah, moi, il n'y a que moi qui souffre, vous êtes tous des mauvais, c'est que moi qui souffre. Et il faut arrêter d'y croire. Et pour ça, le mieux, c'est de faire la distinction entre la compassion et la pitié. La pitié, c'est se croire supérieur. Finalement, moi, je suis forte, hein, je vais porter les autres, etc. C'est très prétentieux, finalement, la pitié. Hein. S'imaginer que nous, on a des solutions pour les autres. Hein, et la compassion, c'est comprendre que l'autre souffre et qu'il a juste besoin du lien humain et de nos encouragements pour avancer lui-même. On ne porte pas les gens, on marche à leur côté. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Alors, si le sujet victime, bourreau, sauveur vous intéresse, j'ai écrit un livre aussi sur ce sujet aux éditions Jouvence. Et dans ce livre, je donne les règles d'une relation d'aide saine. Il ne s'agit pas de ne plus s'aider les uns les autres, mais quand on aide l'autre, de l'aider de manière constructive. Un exemple tout bête, votre façon d'aider doit viser l'autonomisation de la personne et non pas la prise en charge. Et comme ça, vous allez tout de suite faire un tri entre les victimes professionnelles et les autres. Hein. C'est le proverbe chinois, celui qui donne du poisson à l'homme qui a faim le nourrit pour la journée. Si vous lui apprenez à tenir une canne à pêche, vous le nourrissez pour la vie. La façon d'aider les autres doit toujours être de leur apprendre à tenir une canne à pêche. Et là, vous verrez tout de suite les paresseux qui voulaient du poisson passer leur chemin, ça vous fera des vacances. La deuxième chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de leur trouver tout le temps des excuses. Votre cerveau d'hypersensible est une usine à fabriquer des excuses aux autres. Bizarrement, votre cerveau ne vous trouve jamais aucune excuse à vous-même, mais quand il s'agit d'excuser les autres, hein, alors la machine à trouver des excuses fonctionne à plein, et ça, il faut arrêter. Et pour arrêter, il ne faut pas confondre être méchant et être malheureux. Et il ne faut pas confondre non plus comprendre et excuser. Je peux comprendre, mais il y a des comportements qui sont juste inexcusables. Mentir, agresser, insulter, mettre en danger, etc., c'est des comportements qui sont inexcusables. Donc, il faut arrêter de trouver des excuses aux comportements déviants. Vous pouvez avoir de la compassion pour la personne et pas de la pitié, mais arrêtez de lui trouver des excuses. Et c'est à vous aussi de signifier que tel et tel comportement sont inacceptables pour vous. Mais encore faut-il être conscient de ça. Hein. J'ai beaucoup de gens dans ma clientèle, comme les limites ont été transgressées de manière tellement progressive et sournoise, ils se rendent même plus compte qu'ils sont sortis de la zone d'acceptable et qu'ils acceptent des trucs que personne ne devrait accepter. Alors là, je vais vous donner une petite astuce si vous en êtes là. Imaginez-vous que c'est votre petit frère ou votre petite sœur qui vit votre relation. Qu'est-ce que vous lui diriez à votre petit frère ou votre petite sœur? Pas raison, continue à l'excuser, ou vous lui direz non, mais tu vas réagir, là, ça peut pas durer. Dès qu'on se met en retrait, tant qu'on est dans le piège, on se dit bah oui, je supporte. Le jour, on se dit mais si c'était mon petit frère ou ma petite sœur qui supportait ça, mais je lui dirais mais barre-toi, mais reste pas avec une personne comme ça. Et aussi bien dans le cadre privé que dans le cadre professionnel. Ne supporte pas un boulot pareil, mais c'est du harcèlement ce que tu vis. Moi, je le vis en disant je suis pas assez bonne, il faut que je m'améliore, etc. Et si je mets à la place de mon petit frère ou ma petite sœur, je me dis non, c'est pas acceptable. Donc, il faut arrêter de lui trouver des excuses. Il faut aussi arrêter d'essayer de lutter. C'est Albert Einstein qui dit « Ne vous disputez jamais avec un imbécile, il vous entraînera à son niveau et il gagnera par expérience. N'essayez jamais de lutter avec un manipulateur. Il s'autorise tous les coups, il est hors champ d'humanité, lui, c'est un psychopathe. Il s'autorisera des coups tordus, vous ne serez jamais à la hauteur. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de lutter avec lui, il aura toujours le dernier mot. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai eu en séance qui disaient oui, mais je voudrais rester encore avec lui, juste le temps de me venger, de lui faire payer, et après je m'en vais. Et en fait, on ne fait pas payer un manipulateur. On ne fait pas payer un manipulateur. Il arrivera toujours à retomber sur ses pieds et il aura le dernier mot. Hein. Rappelez-vous ça, on ne se dispute pas avec un imbécile, il gagnera toujours par expérience. Il faut aussi arrêter de le laisser faire. Hein. Pour avoir la paix, on cède à tous les chantages.
Et en fait, plus on cède au chantage et plus il prend de la place, plus il prend de la place. Un manipulateur n'a de limites que les vôtres. Si vous ne lui mettez pas de limites, vous alimentez sa toute-puissance et plus vous le laissez faire pour avoir la paix et plus il s'étale et plus il devient infernal. C'est exactement comme un gamin. Un gamin qui n'est pas cadré devient un véritable diable. Ensuite, et alors là, c'est la grosse pierre d'achoppement en consultation. Ce qu'il ne faut plus faire, c'est de croire qu'il changera. Oh, ouais. Et là, j'insiste lourdement. Alors, toutes les conférences, est-ce qu'il peut changer? Et moi, non. Mm. Il n'a aucune raison de changer parce que contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas malheureux, il est méchant, pas pareil. Et ça l'amuse beaucoup. Mais c'est à chaque fois la réaction du manipulateur dès qu'on lui dit bon bah si c'est ça je m'en vais, il est là pousse non mais je vais changer justement j'allais aller voir un psy, justement j'ai compris le mal que je t'ai fait et puis en fait c'est juste le temps que tu te rendors et après il recommence tout pareil. Et rien que cet après-midi j'ai eu une de mes clientes, elle était bien paramétrée la dernière fois, tout, aller voir l'avocat, etc. Elle a tout vu l'avocat. Elle a eu une discussion franche avec lui, et puis en fait, elle était en train de se rendormir parce qu'il lui, Ok. voilà, il lui a proposé une thérapie de couple, il a dit qu'il avait compris le mal qu'il lui avait fait. Voilà. Il faut arrêter de croire qu'il changera. Il n'a aucune raison de changer. Et de toute façon, c'est vraiment ça. À chaque fois que vous allez partir, le manipulateur vous fait croire que c'est bête, vous étiez presque arrivé à être heureuse. Ah, Vous ouais. allez justement être heureux. C'était le moment où il avait compris, c'était le moment où il allait trouver un boulot, c'était le moment où il allait être d'accord pour faire un enfant. Vous allez tout gâcher, vous y étiez presque. Et dès que vous êtes endormi, pouf, ça repart comme avant en pied. Ok, alors est-ce que c'est neurologique chez eux? Et est-ce que ils peuvent devenir de plus en plus manipulateurs parce qu'ils vivent des choses dures ou ils sont manipulateurs dès l'enfance, dès le berceau? Alors, il n'y a pas de consensus là-dessus, hein. C'est vrai que Ok. c'est très compliqué de savoir qui sont les manipulateurs ou pourquoi ils sont comme ça, parce qu'ils mentent au psy. Et ils inventent une histoire, une version, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et j'en ai confronté quelques-uns dans mon bureau. J'ai eu droit au regard de tueur parce que je voyais bien qu'ils me baladaient. Et du coup, tu veux du solide. Donc, ils se sont effondrés en larmes dans mon bureau. Oh, mon père me battait, ma mère ceci, etc. Mais c'est pas vrai. Donc, c'est très difficile à savoir. Moi, je pense vraiment que c'est structurel quand même. Ok, ok, ok. Que c'est structurel. Après, il y a aussi toujours cette histoire d'inceste où on s'aperçoit que le manipulateur a une relation très particulière avec sa mère et que la manipulatrice a une relation très particulière avec son père et que les deux font plutôt un couple de malfaiteurs qu'un couple parent-enfant. Donc, ça pourrait être une autre piste. Alors, ce qui va les aggraver, c'est que les manipulateurs sont quasiment intolérants à la frustration. Donc, plus ils accumulent de frustration, plus ils sont en rage. Ça, c'est une chose qui peut aggraver. Mais ce n'est pas parce qu'on arrête de les frustrer qu'ils vont redevenir gentils. Il ne faut pas croire non plus, hein. Et l'autre chose que j'ai observée dans ma pratique, c'est qu'il y a souvent dans l'entourage d'un manipulateur quelqu'un qui joue le rôle du flacon, justement, qui les contient. Donc, c'est soit leur conjoint, soit un de leurs parents, soit un ami proche, etc. Et quand la personne qui faisait le flacon disparaît, alors là, ils partent en live. Mais est-ce que c'est une aggravation ou c'est juste que là, du coup, il n'y a plus rien pour les contenir? C'est difficile à dire. Mais par exemple, une de mes clientes qui me dit, mais mon mari, je vois bien, il craint son père. Il craint son père. Puis le jour où le père décède, ben, il ne craint plus personne. Donc c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir des aggravations. C'est dans ce mécanisme-là. Super, merci. Voilà. Est-ce que oui? On est au bout de tout ce que tu voulais nous dire déjà. Alors, j'avais quand même une dernière chose à Ah, dire. super. C'est que toutes les victimes dans mon bureau ont prononcé la même phrase. J'allais y laisser ma peau. Toutes les victimes, et là, c'est pas du 98%, c'est du 100%. Toutes les victimes dans mon bureau ont dit j'allais y laisser ma peau. Et donc, il semblerait qu'il y a vraiment un moment en fin de harcèlement, quand il passe en destruction,
eh ben, soit on y reste, soit on s'en va. Il y a quand même 11 000 suicides en France chaque année. Je suis convaincue qu'une majorité de suicides sont directement liés à un harcèlement et que le reste des suicides n'en sont pas. Que ce sont vraiment, ils ont été suicidés par un conjoint qui ne voulait pas être quitté. Il y a les féminicides dont on parle beaucoup qui sont flagrants, euh, mais je suis sûre qu'il y a des crimes impunis aussi. Vous allez laisser votre peau. Il y a des gens à vivre avec un manipulateur qui sont réellement en grand danger. Ce sont des empoisonneurs. On l'a vu avec Vincent Daval, comment il empoisonnait Alexia et comment il a fini par la tuer. C'est des passifs agressifs. Ils vous dégonflent les pneus. Ils créent des incendies volontaires, des électrocutions. Ils adorent, en fait, comme des gamins, ils adorent les pièges à zombies. Donc, ils vous mettent tout le temps en danger. Ils vous mettent tout le temps en danger. Donc, c'est des gens dangereux, vous allez y laisser votre peau. Donc, si ce n'est pas parce qu'il y a un accident qui n'en est pas un suicide, eh ben, j'ai aussi beaucoup de gens qui sont tombés malades, qui ont somatisé des cancers et qui sont vraiment directement connectés au fait que ce cancer est lié au surstress dans lequel ils vivaient dans ce climat de harcèlement. Donc, sauvez votre peau en amont. Et comment on sauve sa peau? Tous les psys vous disent il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ah. Je ne suis pas d'accord. C'est pas fuir qu'il faut faire, c'est s'évader. Et pour moi, la dynamique est différente. Dans la fuite, je laisse tout derrière, mes enfants, mes papiers, ce qui m'était cher, etc. Si je m'évade, je prépare mon évasion. Quand je vais m'évader, je vais passer des tas de trucs de l'autre côté du mur pour avoir, en sortant de là, un petit pécule, si je dois m'évader, autant que j'ai un peu d'argent, que j'ai un pied à terre et que j'ai mes papiers d'identité, même si c'est des faux, etc. Donc, moi, je dis qu'un manipulateur, on ne s'enfuit pas, on s'évade. Et une évasion, ça se prépare. Il faut vraiment penser à faire des photocopies de tous les documents importants. Il faut penser à mettre de l'argent de côté. Il faut penser à mettre tout ça à l'abri chez un ami, etc. Il faut aussi penser exactement et essayer d'imaginer, par exemple, qu'il y a un incendie chez vous. Qu'est-ce que vous seriez désespéré d'avoir perdu dans l'incendie? Ça peut être la photo de votre grand-mère, la brassière de votre petit dernier, un objet qui vous était cher, offert par vos parents, un bijou, peu importe. Faites-vous une petite mallette avec les trucs vraiment que vous regretteriez de perdre dans un incendie. Et ça, c'est par-dessus le mur. Vous déposez la petite mallette chez un ami, chez un proche ou dans votre tiroir au travail. Parce que les manipulateurs ont un instinct très sûr pour savoir quoi profaner pour vous toucher. Par exemple, j'ai des mamans qui se désolent encore aujourd'hui, elles n'ont pu avoir aucune des photos de leurs enfants. J'en étais sûre. Voilà, bah oui. Bien sûr. Le jour où il a vraiment compris qu'il avait perdu et qu'elle allait partir, il a retiré toutes les photos de l'ordinateur. Voilà. Donc, donc, tout ça, c'est une évasion. Si vous fuyez, vous pourriez courir, le supplier de vous rendre les photos, il vous les rendra d'autres en moins qui aura compris que c'était important pour vous. Vous le savez déjà si vous vivez avec un manipulateur ou une manipulatrice, il adore casser, abîmer, profaner tout ce qui vous est précieux. Donc, c'est pour ça. Et donc, dans la logique de l'évasion, on ne prévient pas son geôlier qu'on s'évade. Et le nombre de victimes, justement, entortillées dans leur droiture, qui dit mais il faut que je lui dise que je pars. Non, pas un manipulateur. C'est comme ça qu'arrivent les féminicides. C'est quand on les a prévenus trop tôt. C'est ça. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas prévenir un manipulateur qu'on s'en va. Il faut avoir tout préparé en amont et après le mettre devant le fait accompli, soit en se faisant accompagner le jour où on le lui dit, si vous voulez vraiment lui dire en face, et de préférence dans un lieu public. Hein, on prend un café, pas la peine de se taper un repas au restaurant avec lui, devant un café, dans un lieu public, si possible en étant accompagné, on lui annonce que c'est terminé. Mais on a pris toutes ces précautions en amont. C'est vraiment important. Et donc, ça oblige, et on va finir la conférence là-dessus, ça oblige nos chers hypersensibles à apprendre à fermer leur clapet. Ouais. Parce qu'un hypersensible, ça parle trop. C'est trop transparent, ça met ses tripes sur la table en permanence et dès que ça ne dit pas tout ce qu'il a dans la tête,
ça lui donne l'impression de trahir et de mentir. Et donc, il faut vraiment que les hypersensibles réapprennent à se taire, à avoir un jardin secret. On ne prévient pas son geôlier qu'on s'évade et on ne dit surtout pas à un manipulateur qu'on a compris qu'il l'était. Voilà. Hein, comme ça, je pense que là, Ouais. maintenant, un hypersensible averti en vaut deux. Ah Maintenant, oui. faut arrêter d'être idiot. Hein. Mais je me rends compte que la plupart des hypersensibles, avec leurs manipulateurs, subissent l'équivalent d'une fouille, puisque le manipulateur est votre geôlier, une fouille mentale. Il fouille dans tous les recoins de votre cervelle pour voir si vous lui cachez quelque chose, et vous prenez l'habitude de finalement de vider vos poches sur la table pour qu'il puisse voir que vous avez rien. Mais il faut réapprendre à vous taire et à cacher des choses. Et ça devrait être acquis depuis l'âge de 7 ans, la capacité à se taire et à avoir un jardin secret. Donc, vous avez un peu de rattrapage à faire. Mmh. Voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider à vous sortir des griffes des manipulateurs parce que vous avez mieux à faire de votre gentillesse et de votre intelligence que de les mettre au service de quelqu'un de malveillant. Mmh. Voilà, voilà. Merci, merci Christelle. Je reviens sur un point de la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'emprise? Quand une personne hypersensible, elle est sous emprise, donc, parce qu'au final, une relation violente et aussi avec de la manipulation, et que donc, elle quitte son manipulateur et elle y retourne, et elle y retourne, et elle y retourne. Oui. Alors, effectivement, l'évasion, elle doit être d'abord mentale avant d'être physique. Ça ne sert à rien de quitter physiquement un manipulateur si vous êtes sous son emprise mentalement. Alors, l'emprise, en fait, c'est un mécanisme qui a 3 clés: le doute, la peur et la culpabilité en cercle auto-renforçant. On rentre dans le cercle vicieux par une des clés et après on tourne en rond comme un hamster dans sa cage. Le doute, c'est la spécialité des cerveaux hypersensibles. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Vous avez un cerveau qui est déjà une machine à sécréter du doute. Mais dans ce doute, le manipulateur va petit à petit introduire des données fausses pour générer non plus du doute, mais de la confusion mentale. C'est-à-dire que progressivement, votre manie de douter se transforme en confusion mentale et la plupart des victimes ont dit dans le bureau: je crois que je suis en train de devenir fou. Je suis en train de devenir fou. Et effectivement, mais non, je ne l'ai jamais dit, tu es complètement folle. Ils vous cachent des objets et puis après ils vous disent que vous savez que vous n'avez pas de tête, alors que c'est lui qui a délibérément planqué vos objets, ce qu'on appelle le gaslighting. Hein. C'est des jeux de gamins. Hein. Ils prennent votre trousseau de clés sur la table et puis ils le mettent derrière le pot de fleurs et puis vous les cherchez pendant des heures. Il dit: ma pauvre fille, t'as pas de tête. Et au bout d'un moment, il dit: tiens, elles étaient là, tes clés, madame, je les avais mis sur la commode. Et vous vous dites: bah, s'il me les rend, c'est que c'est pas lui qui me les a pris. Donc, Ouais. il vous rend dingue vraiment. Donc, à un moment donné, c'est à l'intérieur du dedans qu'il faut retourner chercher des certitudes au lieu d'essayer d'avoir des confirmations extérieures. Si je m'écoute moi, j'avais posé les clés là, point. Il faut arrêter aussi, ils nous rendent fous. Ça, c'est la clé du doute. Ensuite, la peur, on en a un petit peu parlé. C'est des gens nerveux, irritables, qui font des scènes pour un oui, pour un non. On a peur de les contrarier, on a peur de les blesser, on marche sur des œufs avec eux, etc. Et ils distillent de manière plus ou moins subtile un climat de menace et de représailles. Par exemple, un manipulateur vous dira: mais si, ma chérie, tu peux sortir avec tes copines, moi je m'en fous, ça te fait plaisir de voir tes copines, voilà, quand bien t'en face, hein. Tu peux sortir avec elles, pas de problème. Et puis à chaque fois que vous avez vu vos copines, vous avez quelqu'un qui fait la gueule et qui organise des représailles. Il est odieux pendant 48 heures. Et c'est à vous de faire le lien et il niera. Mais non, je m'en fiche que tu vois tes copines. Mais votre cerveau, lui, il a vite compris au bout d'un moment que si vous voyez vos copines, vous allez le payer. Donc vous renoncez à voir vos copines. Donc il n'a même pas eu besoin de vous l'interdire. Et donc, dans ce climat de représailles et de peur, ils vont quelquefois très loin. Je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes. Son ex-mari lui disait tout le temps, avec un air penaud, hein: tu sais, quand j'étais jeune, j'ai tué quelqu'un. Enfin, c'est passé pour un accident, mais moi, je sais bien que c'est moi qui l'ai tué. La Voilà. menace. Oh là Voilà. là. Alors, Oh là ça, d'un là. côté, hein, Ça moi, fait j'ai peur. tué quelqu'un, je suis capable de tuer quelqu'un, et en plus de le Ouais. faire passer pour un accident. Hein, puis le tout avec un air penaud, hein, quand même. Oh Histoire là là. de voilà. Et à une autre occasion, lui dire: je t'aime tellement que si quelqu'un voulait te faire du mal, moi je suis capable de le tuer pour te défendre. Ça veut dire il ne faut pas trop que les mecs s'approchent de toi non plus. Mais ça veut dire que je suis toujours capable de tuer. Et donc, de manière très subliminale et indirecte, elle avait complètement intégré le fait qu'il pourrait la tuer.
Voilà. Donc la peur, la peur, la peur. Donc au début, c'est juste de la peur, hein, de contrarier, de blesser, de machin. Puis petit à petit, ça se transforme en une angoisse latente avec des accès de panique. Et la troisième clé, qui est la culpabilité, hein, je vous l'ai dit au début, tout est de votre faute. Lui, il est blanc et il est comme neige. C'est jamais lui qui a commencé. C'est parce que vous avez fait ça que lui, il a fait ça. Hein, il ne fait que réagir à vous, ce pauvre manipulateur. Et à force, vous vous mettez à adopter sa façon de penser. C'est-à-dire qu'on passe de la culpabilité à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, où on épouse complètement la façon de penser de son ravisseur. Donc, je vais avoir par exemple une dame qui va arriver en séance et qui va me dire mon mari est un homme parfait, il fait tout ce qu'il peut pour me consenter, mais moi je suis vraiment une très mauvaise mère et puis je crois que je suis dépressive parce que vraiment, et après, quand on creuse, il fait rien du tout pour la contenter, il n'est pas du tout le meilleur des maris, mais elle a épousé complètement son discours. Et donc, après, ça s'auto-entretient, confusion mentale, panique, syndrome de Stockholm, et c'est comme ça qu'on est sous emprise. Ok, merci. Alors, on a Nelly qui te pose une question. On en a déjà parlé, mais elle aimerait plus de précision dans les différences entre les manipulateurs et les pervers narcissiques, s'il te plaît. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la différence entre un manipulateur et un pervers narcissique, c'est un degré de cruauté qui est lié à son immaturité. Et donc, il y a les manipulateurs les plus âgés, ceux qui ont 12 ans d'âge mental, c'est surtout les hommes politiques, hein, souvent ont 12 ans d'âge mental, sont les plus raisonnables, donc sont ceux avec qui on peut le mieux cohabiter. Mais plus vous remontez en âge mental, plus vous tombez sur quelqu'un qui est profondément sadique. Et comment savoir je l'ai dit peut-être un peu trop rapidement et un petit peu légèrement, c'est Freud qui parle du stade sadique anal. Et on retrouve chez les pervers narcissiques vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, par exemple, dans le procès Amber et Johnny Depp se plaint qu'elle a fait caca dans le lit. Voilà. Juste pour l'embêter, lui. Et elle dit que c'est les chiens, et il sait très bien connaître une différence entre un étron de chien et un étron humain. Et elle a délibérément fait caca dans le lit en représailles vis-à-vis de Johnny Depp. Donc là, on a un comportement très régressif, on va dire. C'est ça que je disais, tout ce qui tourne autour du prout-balle les intéresse beaucoup. Ils ont beaucoup de blagues caca-prout. Et quand ils en sont là, c'est des gens très dangereux parce qu'ils sont vraiment au stade sadique et c'est là où ils ont le moins d'empathie. Et là, on retrouve notre pervers narcissique qui est vraiment quelqu'un qui a du plaisir à faire souffrir. Le manipulateur plus âgé, à partir de 7-8 ans, il ne veut pas qu'on l'embête et maman, elle est pénible. Mais il n'est pas à ce niveau de sadisme-là. Je ne sais pas si ça répond mieux à la question. Donc, la différence pour moi, c'est juste un degré de cruauté et de sadisme. Ok, merci. Il y a Luna qui te demande, est-ce que c'est de la maladie mentale, Christelle, la manipulation? Alors, là aussi, il n'y a pas consensus sur le sujet. Je crois que c'est Yvonne Pensée-Bonissol qui parle d'une psychose blanche, c'est-à-dire qu'ils sont fous mais que ça ne se voit pas. Mais qui dit fou et psychose dit soignable, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils ne sont pas soignables. Pour moi, c'est une structure mentale. Je retrouve chez pratiquement tous les manipulateurs la structure mentale du psychopathe. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment on reconnaît un psychopathe? Alors, je veux bien. Et d'ailleurs, Nelly te dit, pour moi, un pervers narcissique est proche d'un psychopathe, n'est-ce pas? Voilà. Alors, okay. Et pratiquement tous les manipulateurs ont des côtés psychopathes, quand même plus ou moins marqués. Alors, comment savoir si quelqu'un est un psychopathe? C'est un test qui a été fait dans les prisons américaines. Donc, vraiment un réel test, mais qui est sous la forme d'une petite devinette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est à l'enterrement de sa mère. Et dans le cortège de l'enterrement, elle rencontre un jeune homme absolument charmant, avec qui elle passe un long moment à discuter et ça lui fait beaucoup de bien. Vous voyez la scène. 3 semaines après, elle tue sa sœur. Pourquoi? Et seuls les psychopathes trouvent la réponse. Alors, si vous avez trouvé la réponse, ne vous inquiétez pas, il y a certains surdoués qui ont accès à la pensée psychopathe. Ce n'est pas la même chose que d'avoir la réponse que
que de la mettre en œuvre. Donc, moi, je vois dans tous les stages que je fais ou en séance, les gens cherchent. Alors, elle a tué sa sœur parce qu'elle a découvert que c'était la maîtresse du mec, ou elle a tué sa sœur parce qu'elle a découvert que c'est sa sœur qui avait tué sa mère. Enfin, des tas de trucs comme ça, ils tournent en problème. Et donc, dans les prisons américaines, les psychopathes ont répondu dans un éclat de rire. Et on va voir ensuite que l'éclat de rire a beaucoup d'importance dans l'éclat de rire. Pourquoi elle a tué sa sœur? Pour qu'il y ait un nouvel enterrement. Oh, c'est gore. Voilà, Voilà. juste dans l'espoir de revoir un jeune homme charmant. C'est C'est même pas. ça. Et Ouais, alors, ouais, ouais. ce qui montre vraiment le psychopathe, c'est le C'est horrible. niveau de mépris pour la vie humaine. Ouais, C'est un peu comme si c'était des jouets. Tiens, mais j'ai besoin de ça, je vais utiliser, je vais couper une branche pour touiller ma soupe. Voilà, c'est du même niveau. Elle tue sa sœur pour organiser un enterrement dans l'espoir de revoir le jeune homme. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois, je racontais ça j'avais un cercle de chefs d'entreprise, j'avais 20 chefs d'entreprise, on travaillait justement sur les pervers narcissiques en entreprise. ouais. Je raconte cette anecdote. Et il y a un des chefs d'entreprise qui dit, ah, je la connais. Je lui dis, bah alors chute. Si vous la connaissez, chute. Et au moment du tour, il dit, bah, on me l'a déjà raconté, mais j'ai oublié la chute. Ah, Quand on n'est pas un psychopathe, la chute, on l'oublie tellement elle sort du champ d'humanité. ouais, ouais, ouais. Et alors, les psychopathes, justement, les manipulateurs, on le voit dans des situations chargées d'humanité qu'ils n'en ont pas. Je peux vous donner des exemples très concrets. 30 suicides chez France Télécom, Orange, parce que quand on vous fourgue des forfaits, c'est Orange, mais quand les gens se suicident, c'est France Télécom pour qu'on ne fasse pas le lien. Donc, 30 suicides chez Orange. Didier Lombard, le PDG devant les caméras, dit « Oh, il faudrait en finir avec cette mode des suicides. » Chez Orange, on fait des suicides pour être à la mode. Vous voyez le niveau d'inhumanité du gars. Dans le même registre, il y avait eu l'ouragan Katrina en Floride, non, c'était en Nouvelle-Orléans, je crois. 1500 morts quand même, ouragan Katrina. Et Barbara Bush, donc Barbara Bush, c'est la mère de George Bush Jr. qui était en exercice à l'époque, qui dit elle aussi face caméra, oh mais c'était des pauvres, ils n'ont pas perdu grand-chose. D'accord. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils sont fous de dire ça ou est-ce qu'ils ont juste des cases d'humanité de vide? Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ma clientèle. Donc, des trucs, à l'issue d'un enterrement, justement, une de mes clientes qui venait d'enterrer sa mère, elle sort du cimetière, elle pleurait, son mari monte dans le 4x4 en sifflotant, il la voit pleurer, il la regarde étonné, il fait pourquoi tu fais la gueule? Elle vient d'enterrer sa mère. Oh là Voilà. C'est à ce genre de choses. Et alors, l'éclat de rire, j'ai eu récemment une de mes clientes qui soupçonne sa mère d'avoir empoisonné son père. Et je lui raconte cette histoire de la jeune fille et de l'éclat de rire qui accompagne la solution pour les psychopathes. Parce qu'en plus, c'est drôle. C'est drôle de tuer quelqu'un pour organiser un enterrement. Quand même, elle est bonne, celle-là. Et elle blanchit complètement parce qu'en fait, quand son grand-père est mort, sa mère n'a rien dit à sa sœur. Et quand sa sœur est revenue au pays un mois plus tard et lui a dit comment va papa, elle lui a dit dans un éclat de rire, ah papa il est mort. Mais ça sort tellement de dans notre champ d'humanité qu'on n'y croit pas. On croit qu'ils ont gaffé, on croit que c'est sous le coup de l'émotion. Ce qu'a dit Lombard, on se suicide pour être à la mode chez Orange, ça a beaucoup choqué, mais on pense qu'il a dérapé. On n'arrive pas à réaliser à quel point il n'en a rien à faire que les gens se suicident. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que ça explique un petit peu mieux ce que c'est qu'un psychopathe et un pervers narcissique? Ils ont ce niveau d'insensibilité qui est difficile à admettre quand c'est votre conjoint. C'est effrayant. Quand c'est le père de vos enfants, quand c'est la mère de vos enfants. Je voudrais faire cette petite parenthèse. Je dis manipulateur au sens générique. Il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs. Et donc, les manipulatrices peuvent être aussi cruelles que les manipulateurs. D'accord. Voilà, Merci. voilà. Merci, merci. Alors Nelly, elle a encore une question. Elle te demande, moi ça m'a énormément bloquée pour m'exprimer du coup, donc d'être manipulée, tout ça. Elle a peur d'être manipulée. Comment faire dans ce cas? Qu'est-ce que tu en penses, Christelle? Alors, j'ai envie de dire, Nelly, tu as raison d'être prudente.
Je reproche souvent aux hypersensibles de signer des chèques en blanc relationnels aux gens. Alors vraiment, c'est voilà, hein, ils aiment tout le monde. Par défaut, ils font confiance et après, ils s'en prennent plein la tête. Donc moi, je ne suis pas contre un peu de prudence et on le verra aussi à l'atelier, d'apprendre à avancer par palier dans une relation au lieu de tout donner, tout mettre sur la table d'un coup. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, comment ne pas risquer d'être manipulé? Ben, déjà, il faut être beaucoup, beaucoup renseigné sur le sujet, savoir que ces gens-là existent, comment ils fonctionnent, etc. Donc ça, on peut le retrouver dans tous mes livres. Et l'autre chose qu'il faut faire, qui est très important, il faut restaurer sa consistance. Avec leur faux self, les panstros sont beaucoup trop dans la suradaptation à l'autre. Restaurer sa consistance. Vous saurez si vous êtes manipulé ou pas à partir du moment où vous serez capable de poser des noms à l'autre. Oh, ça dirait qu'on a se promener et vous, vous dites non, j'ai pas envie. D'accord? Il faut déjà être capable de dire non, j'ai pas envie, ou lui dire ah bah si ça te fait plaisir, je viens. Hein. Donc déjà apprendre à poser des noms, et c'est en fonction de comment la personne va gérer votre nom, vous allez commencer à voir son niveau de manipulation. Si c'est que si dit non, j'ai pas envie, une personne normale, elle dirait bah ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatiguée, tu as des trucs à faire, c'est pas grave, je vais y aller tout seul. Ça, c'est une personne normale. Ouais. Et des personnes un peu lourdes, oh, ça m'aurait fait plaisir que tu viennes, ça te ferait du bien, etc. Et puis vous avez le manipulateur qui va vraiment tout faire pour vous culpabiliser de l'avoir frustré. D'accord. Mais pour avoir ce retour, il faut déjà avoir posé un nom. Sinon, vous n'aurez pas le retour. Et quelquefois même, ce qui est terrible avec les hypersensibles, c'est qu'avec ce faux self suradaptatif, on va dire, vous vous auto-manipulez tout seul pour vous adapter aux autres sans jamais faire attention à ce que vous voudriez, vous, à l'intérieur de vous, tellement occupé à contenter l'autre et à faire qu'il vous aime. Ça, on le verra aussi à l'atelier. Donc, c'est hyper important de restaurer votre consistance dans les relations, que ce soit pour qu'un manipulateur, il ait quelqu'un en face de lui, mais pour que quelqu'un qui vous aime ait aussi quelqu'un en face de lui. Et quelqu'un qui vous aime, il a envie que vous ayez de la consistance, que vous ayez des désirs, des besoins, pour qu'il ait lui aussi le plaisir de vous faire plaisir et non pas que vous soyez juste à son service. Voilà, je ne sais pas si Nelly, ça répond Super. aux questions. Merci. On a Céline qui te pose une question. Elle te demande, un manipulateur peut-il être agressif verbalement et violent physiquement? Alors oui, il y en a qui sont plus ou moins subtils. C'est-à-dire que le manipulateur qui est agressif verbalement et violent physiquement, au moins on sait à quoi s'en tenir avec lui. Hein. Celui qui vous dit si tu me quittes, je te tue, au moins c'est clair, on sait à quoi s'attendre. Hein. S'il vous traite de tous les noms, de connasses, de grosses vaches, etc., vous savez aussi à quoi vous en tenir. Ouais. Hein. Mais vous avez des manipulateurs qui sont plus subtils que ça. Par exemple, un manipulateur peut simplement induire un climat du genre ne me déçois pas. Et même pas en le disant. Hein. C'est en prenant un air réprobateur, en se montrant contrarié, etc. Et c'est à vous de sentir que c'est un drame de le contrarier et de le décevoir. Et donc là, la machine à avoir peur se met en route toute seule, et c'est de la violence. C'est de la violence de vous mettre dans cette peur de le contrarier, de cette peur de le décevoir. Et donc finalement, je dirais, les violences les plus visibles, ce sont les violences sexuelles, arrivent derrière les violences physiques, les coups, les gifles, etc. Viennent ensuite les violences verbales, les insultes, les menaces, etc. Le chimpanzé qui fait le fiero, qui se contient à grand-peine, etc. Il y a beaucoup de comédie aussi, beaucoup de théâtre chez les manipulateurs. Au moins ça, c'est visible. Et vous avez des manipulateurs qui sont beaucoup plus subtils que ça, et vous vous retrouvez pétrifié d'angoisse sans savoir exactement ce que vous redoutez et pourquoi. Et ça aussi, c'est de la violence. Ça aussi, c'est de la violence. Donc voilà, tout dépend de l'intelligence et du niveau de machiavélisme de votre manipulateur. De toute façon, une emprise, c'est violent. C'est ça. Merci. On a justement Luna qui te demande, si on a plusieurs manipulateurs dans le cadre du travail, on fait comment quand c'est pas évident de quitter le job?
Alors, ça va être le moment de donner à Luna et à nos spectateurs des chiffres. Oui. Alors, statistiquement, les manipulateurs et les manipulatrices représenteraient entre 2 et 4% de la population. D'accord. Ce qui est à la fois peu et énorme. 2-4%, on dit, ben non, ils ne sont pas tant que ça finalement. Sauf que statistiquement aussi, nous connaîtrions tous environ 300 personnes par leur prénom. C'est-à-dire de manière suffisamment proche pour ne plus s'appeler Monsieur Dupont, Madame Durand, mais Pierre et Jacqueline, quoi. Et donc, si moi, je connais 300 personnes par leur prénom, ça veut dire que statistiquement, j'ai en permanence entre 6 et 12 manipulateurs qui gravitent autour de moi. Oh. Et oui, et c'est statistique, 2 à 4% de la population et moi qui connais 300 personnes par leur prénom, ça fait que statistiquement, j'ai entre 6 à 12 manipulateurs. Ça peut être un voisin, ça peut être mon plombier, ça peut être un collègue, ça peut être un oncle, une tante, voilà, 6 à 12 manipulateurs. Et vu leur pouvoir de nuisance, on est quand même pas mal cerné. De l'intérêt aussi d'apprendre à les gérer. D'accord ? Alors, j'ai eu confirmation de ces chiffres à plusieurs reprises et notamment une fois où j'animais aussi encore un stage avec des chefs d'entreprise et c'est une DRH qui s'exclame 2 à 4% de la population, oh là là, ma pauvre, vous y êtes pas, moi j'en ai au moins une dizaine dans ma structure. Wow. Et je lui dis, combien d'employés avez-vous? Elle me dit 450. Je dis, ben non, le quota est bien respecté. 2 à 4% de manipulateurs, une structure de 450 personnes, ça fait bien une dizaine de manipulateurs. Mais vous voyez les dégâts que ça peut faire dans une structure, 10 manipulateurs. Donc, c'est pour ça que plus on sera nombreux à savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent et à les cadrer, mieux ça vaudra. Après, pour répondre à Luna, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on considère que ce sont ces manipulateurs dont finalement on n'a pas grand-chose à faire, sont des opportunités excellentes d'apprendre à les gérer. Dans le livre Échapper aux manipulateurs et pourquoi trop penser en manipulateur, je donne des tas de clés pour pratiquer l'assertivité face à un manipulateur. Donc, comme par exemple, vous avez 4 phrases magiques. Si tu le dis, c'est ton avis, tu as le droit de le croire et personne n'est parfait quand il vous critique. Ça coupe court à toute la discussion. Oui, de toute façon, on ne peut pas te faire confiance, c'est ton avis. Ouais, tu fais jamais rien correctement. Si tu le dis. Voilà. Tu es la pire de mes employés. Personne n'est parfait. Vous voyez comment ça. C'est cool. Voilà. Et on apprend aussi à se centrer, à écouter. Alors, j'insiste encore une fois, parce que ça, c'est le travail de toute une vie pour les hypersensibles. Écouter l'intérieur du dedans, mettre quelques certitudes à l'intérieur du dedans, et on apprend à résumer sa pensée en 3-4 phrases maximum. Et après, on fait le disque rayé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 phrases. Oui, je vous répète que effectivement, c'est ce que je dis, et on ne dit pas plus que ces 3-4 phrases. Et le manipulateur s'y épuise. Donc, c'est intéressant aussi d'apprendre à désaffectiver les relations, à Cortoltec à ne pas le prendre pour soi. Le manipulateur, il sait exactement taper dans toutes vos failles, donc il a le mérite de vous les signaler. Donc là aussi, victime, bourreau, sauveur. Comme il utilise tous vos points faibles, repérer vos points faibles et les traiter, c'est un bon moyen. Donc, ils peuvent devenir, nos chers manipulateurs, de véritables accélérateurs à développement personnel, à condition de ne pas risquer d'y laisser sa peau. C'est ça. Donc, ça vaut le coup d'être accompagné, coaché, d'apprendre à les gérer. Et moi, je peux vous dire quand même, parce que j'en ai suffisamment le recul, quand on n'a plus peur d'un manipulateur et qu'on l'a mis hors d'état de nuire, ils sont pathétiques, c'est des gamins. On est mort de rire quand on voit leur petite magouille, tout ça. Ouais, merci, ça rassure un peu. Oui. Il y a Justine qui te demande, est-ce qu'on peut être surefficient et manipulateur parce qu'elle dit qu'il y a certains médecins qui paraissent très intelligents, par exemple. Alors, c'est effectivement une question qu'on me pose souvent et moi, je n'arrive pas à y croire. Parce qu'un manipulateur est quelqu'un de tellement immature que je ne vois pas comment il pourrait être intelligent. Il a l'intelligence d'un enfant de 3 à 12 ans, quoi. Donc, il ne peut pas être aussi intelligent qu'un adulte. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, les diplômes des manipulateurs, ils les utilisent
en se collant à une bonne élève ou à un bon élève. Je vous donne un exemple concret tiré de ma pratique. Une de mes clientes qui était architecte, dont le mari était aussi architecte et très manipulateur, et elle me parle de ses agents, et puis j'éclate de rire, je fais, mais il est vraiment con. Elle me dit, ouais, hein. Je dis, mais comment il a fait pour avoir son diplôme d'architecte? Il est vraiment stupide. Et là, pour un air gêné, commence à regarder ses pompes, hein. Et elle me dit, bah voilà, on s'est mis ensemble en dernière année d'archi, je venais de rompre. D'ailleurs, maintenant, je me demande si c'est pas lui qui m'a fait rompre avec mon copain. Et puis, comme je venais de rompre et que j'étais malheureuse et qu'il était là, bah, ma foi, je me suis consolée avec lui. Et puis, effectivement, bah, je l'ai coaché. C'est moi qui lui ai fait son mémoire parce qu'il était nul. Et puis, je l'ai coaché pour l'oral parce que sinon, il n'aurait jamais eu. Bravo, madame, vous avez permis à quelqu'un d'incompétent d'avoir son diplôme. Une autre fois, alors là, moi, je trouve ça dramatique. Un enseignant ostéopathe qui a permis à une manipulatrice extrêmement dangereuse d'avoir son diplôme d'ostéopathe. Ça, quand je vous disais qu'on est complice, hein, elle l'avait, excusez-moi, je vais être grossière, mais elle l'avait bien sucé, elle a eu son diplôme. Voilà. Donc, il y a un moment donné, j'ai vraiment beaucoup de doutes sur. Alors, les manipulateurs, c'est des gens qui savent très bien réseauter, s'appuyer sur les réseaux. On les retrouve dans tous les trucs, style franc-maçon, Rotary, etc. Ils réseautent. Et donc, ils ont des coups de pompe et des coups de pouce et des coups de piston partout. Mais ce n'est pas de l'intelligence, ça, c'est de la magouille. On est d'accord. Et après, donc, voilà, comment ils ont leur diplôme et comment ils montent les échelons. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, un couillon, une couillonne, pour dire, oh, le pauvre, je vais lui donner un coup de main, je vais lui faire son diplôme, je vais le pistonner dans ma boîte. Voilà, il y a toujours quelqu'un, c'est des parasites, ils trouveront toujours quelqu'un pour les pistonner. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manipulateur est quelqu'un de menteur et de vantard. Et que dans le système de valeur d'un manipulateur, il faut tout savoir. Il ne dira jamais « Ah, je ne savais pas, je suis ravi de l'apprendre ». Donc oui, il avait bien compris, vous parliez de ça. Bien sûr qu'il connaît, oui, ce livre, il l'a lu, oui, ce film, il l'a vu. Oui, la mécanique des autos, il a un cousin qui lui a montré. Il sait tout sur tout. Donc, nous qui sommes maladivement honnêtes, on se dit, s'il dit qui c'est, c'est qui c'est. Alors qu'en fait, c'est que bluff en permanence. Et cette vantardise permanence avec leur assurance, le fait qu'ils savent tout sur tout, alors que ce sont des gros cons en général, arrive à nous faire croire qu'ils sont plus intelligents que ce qu'ils sont. Et le dernier point à propos de leur intelligence, c'est le côté psychopathe. Si vous lisez Machiavel, Le Prince, Machiavel, il est épaté par César Borgia, qui lui paraît d'une intelligence extraordinaire, parce que figurez-vous que César Borgia, il a eu l'idée d'organiser un dîner pour se réconcilier avec tous ses ennemis. Et puis, pendant qu'il était à table, il les a tous fait assassiner. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, hein. Voilà. Donc, c'est là aussi l'histoire de la jeune fille et de l'enterrement tout à l'heure. Effectivement, la chute, elle nous prend par surprise parce que ça sort du champ de l'humanité. Est-ce qu'on est intelligent quand on sort du champ de l'humanité? Moi, je ne le pense pas. Donc, je suis une des rares à m'insurger en permanence pour dire non, il n'est pas intelligent, c'est pas possible qu'il soit intelligent. Ce sont des gens très instinctifs, ce sont des prédateurs, donc ils ont des réflexes de prédateurs, oui, mais intelligents, moi, j'y crois pas. Parce qu'en général, c'est parce qu'il y a un brave couillon d'hypersensibles dans leur entourage qui leur sert de base arrière et de logistique qui sont intelligents. Le nombre de fois où dans un divorce, le manipulateur, il a trouvé une brave gourde pour lui faire son divorce à sa place, et c'est la nouvelle compagne du manipulateur qui a ratatiné la précédente en croyant sauver un innocent. Donc, la seule intelligence qu'ils ont, c'est de se faire, de s'appuyer sur des gens intelligents. Ça, oui, mais pour le reste, je ne crois pas. Voilà. Et il y a quand même des cas où on dit, mais si, je t'assure, il lit plein de bouquins, mais si, je t'assure, il fait de la science et tout. Je demande à voir. Moi, je me laisse pas mystifier comme ça. Là, j'insiste vraiment. Non, ils ne sont pas intelligents. Et en tout cas, déjà, il y a Christelle qui dit « J'ai beaucoup appris grâce à vos livres et même si ma tête dit non, mon corps les détecte. Sensation de mal-être soudain, etc. » Donc ça, c'est génial quand le corps… Oui, Christelle a raison. Nous avons tous, si nous écoutons les signaux, des réflexes de proie devant le prédateur. Et donc, notre corps, il fait… Voilà. Et puis après, notre tête de bisounours dit « Oh, mais il ne m'a rien fait, mais il a l'air gentil.
je l'ai mal jugé, etc. Ça, c'est une petite phrase que j'aime beaucoup, que je vois circuler des fois sur Facebook, c'est: «Je te l'avais bien dit, signé ton intuition». Si vous le sentez pas, la personne, mais barrez-vous. Si vous sentez pas le poste dans une entreprise, ne signez pas. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Carrément, carrément. Est-ce que tu connais les entités, Christelle? Les entités, Oui, tu heu, sais, les amérantes qui se mettent sur les gens ou dans les lieux. oui. Alors Luna, elle aimerait savoir si tu penses que, les manipulateurs sont bourrés d'entités, donc au final, ils sont commandés par des forces, obscures, par des âmes, mais c'est pas eux, les commandants. Alors là, on va sortir de mon champ de compétences, c'est-à-dire que OK, je suis ouverte à toutes ces notions-là. J'ai moi-même fait des soins chamaniques, enfin, je me suis fait faire des soins chamaniques, je suis pas chamane. Je me suis fait faire des soins chamaniques. Je pense qu'il peut y avoir, hein, des cas de possession, des trucs comme ça. ouais, Hem, mais ça doit pas servir à dédouaner, quand même, enfin, faire très attention à ça, quoi. Heu ouais. et puis alors là, vous m'entraînez sur un terrain qui est pas le mien, donc je suis ouverte à ça, j'y crois. Je pense qu'il y a des vrais cas de magie noire, des vrais cas d'envoûtement, des vrais cas effectivement de possession et cetera. Mais alors là, moi, m'exprimer là-dessus, je vais pas OK, être très aidante. ça marche et juste de façon simple, est-ce que tu penses qu'ils ont pas, tu vois, de chakra du cœur? C'est-à-dire que là, ça marche pas bien peut-être, chez eux? Oui, oui, je pense qu'ils sont vraiment c'est des coquilles vides, les manipulateurs. C'est des coquilles vides, hein. Ils s'ennuient dans la vie, ils aiment rien, ils apprécient rien, et c'est impressionnant à quel point ils sont vides, hein. Et Mmh. effectivement, ils sont comme des radiateurs cassés, quoi. Ils sont glacials. Waouh, OK. Merci, merci, merci. Bah, déjà, merci pour tout ça, Christelle. C'est Voilà, vraiment bah, génial. j'espère que là, vous êtes bien outillés et que maintenant, vous allez plus vous laisser piéger et devenir leurs complices, hein. Je compte sur vous, hein. C'est important. Carrément. Donc là, je vais mettre ton site internet, dans le chat pour les personnes qui aimeraient consulter, des choses, voir tes livres, peut-être, voir tes consultations. Je vais mettre aussi ta page Facebook, ta chaîne YouTube et Ouais, alors je veux bien une oui? petite précision pour les consultations. Je suis débordée de travail, donc je ne propose que des consultations ponctuelles, d'experts quelque part. Donc j'invite vraiment les gens d'abord à lire mes livres, à essayer d'expérimenter au maximum et s'il reste des questions après, quand ils me consultent, ce sera de manière ponctuelle avec une grande liste de questions pour qu'on soit bien ciblé sur quelque chose de spécifique. Je fais pas d'accompagnement régulier, j'ai trop de monde dans ma pratique. Clairement, clairement. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup Christelle. Donc je vous rappelle l'atelier que vous pouvez vous procurer à tout moment. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Je vous invite à revoir cette conférence parce que c'est tellement riche que vraiment il y a plein de choses, on va s'en réimprégner et je te propose Christelle de nous faire une conclusion pour qu'on reparte avec les choses importantes à retenir. Alors, la chose importante à retenir, c'est que les manipulateurs étant 2 à 4 de la population, ça veut dire que 96 de la population est fréquentable. Donc arrêtez d'essayer de sauver ces pauvres manipulateurs malheureux et cetera. Occupez-vous plutôt des 96 des gens qui souffrent de leurs agissements. Voilà, hein? Ça Je remet bien les choses en perspective aussi. 96 des gens sont fréquentables, zut quoi! Il y a de quoi faire. ah ouais, merci, ça redonne du courage et de l'espoir et tout parce que waouh. Merci beaucoup Christelle, merci. C'était un plaisir. Merci Annelise. À bientôt, au revoir. Au revoir.